Oui, Michel, on t'écoute. On t'entend pas, par contre. C'est tes écouteurs qui ne marchent pas. Ah, Toujours pas. ah. Ah, ça y est, on t'entend. Vous m'entendez là? Oui, c'est Oui, bon. Bon, c'est bon. coucou Oui, Michel. d'abord bravo à Sonia et Emmanuel parce que c'est un sujet pas facile à exposer. C'est très complexe et vous l'avez exposé de façon très claire. Et ça, c'est un sujet qui est intéressant, mais qui mérite évidemment un gros travail. Et je me demande, d'ailleurs, c'est intéressant parce que cette présentation est suffisamment claire pour montrer la complexité du sujet. Et ça m'a fait penser à un truc, ça m'a fait penser à, est-ce qu'il ne faudrait pas, sur ce sujet-là de l'économie, finalement, de l'aménagement, le financement de l'aménagement et l'économie de manière globale de l'aménagement territorial et urbain, est-ce qu'il ne faudrait pas lancer, comment on pourrait appeler ça, euh, comment on appelle ça, des états généraux de l'aménagement, enfin de l'économie de l'aménagement, mais vraiment en essayant de tout mettre à plat. Parce que effectivement, le foncier, on a vu que c'est un gros problème, mais il faut vraiment aller au fond. Isoler le foncier, c'est vrai que on en parle depuis des années et des années, mais concrètement, comment on pourrait faire? Quelles sont les conséquences? Tout sur toute la chaîne, mais y compris sur la réalisation, mais aussi sur le suivi. Et donc, tout ça est à mettre à plat pour justement, après, pouvoir faire un tri, essayer de mettre un peu de l'ordre dans tout ça, parce que c'est vrai que ben, j'ai bien aimé le terme, faire de l'impôt sur l'impôt, c'est exactement ça. Hein. On en arrive à des trucs quand même assez absurdes. Donc, voilà, c'est un sujet énorme. Effectivement, il y a des impacts sur évidemment, l'endettement de la France. Et il y a des dysfonctionnements qui sont majeurs. Hein. Parmi les surcoûts vous n'avez peut-être pas noté, mais qu'on vit à Paris tous les jours, hein, c'est le manque absolu de coordination dans la gestion des infrastructures. On fait un trou Oui. dans un trottoir, on le rebouche, de suite après on rouvre, on met autre chose, etc. C'est Oui. insupportable et ça coûte très très cher. Et voilà quoi. Donc bravo pour votre intervention et puis je pense qu'il y a un truc à faire là-dessus, hein, mais peut-être un gros rapport et puis faire des états généraux, quoi. Voilà, bravo. Juste, moi, je vous remercie. Je voudrais rebondir parce que j'ai un travail de recherche sur les OFS, les organismes fonciers solidaires et le bail réel solidaire. Et on a pris, donc on le rend sur l'Île-de-France, on travaille, on le rend là à la fin du mois. Et effectivement, on avait l'ambition de regarder le suivi parce que je trouve que ce point que vous soulevez est très important. Et l'aménagement n'est pas seulement une réalisation, c'est quelque chose qui dure dans le temps et qu'il faut regarder dans le temps. C'est très, très compliqué parce que c'est encore plus compliqué que ce qu'on a présenté parce que ce ne sont pas les mêmes opérateurs. Eh oui. Et donc, c'est Oui. encore plus éclaté sur le plan comptable. Donc, c'est pas forcément les mêmes périmètres. Déjà, on parlait de comptabilité analytique. Moi, je pensais que, mais vous savez, les chercheurs sont dans leur bulle, qu'on appuyait sur un bouton avec les progrès de l'informatique et qu'on avait des solutions à tout. Bon, je me suis vite, on se confronte à la réalité, on a bien vu que c'était pas la réalité. Mais chacun a ses périmètres, ses modalités. Et alors, quand on rentre sur la gestion, c'est encore plus compliqué. Mais si on ne le fait pas, on passe à côté du problème. Je suis Ah, bien c'est d'accord clair. avec vous. Ouais, ça c'est clair. Et alors, ça me fait rebondir sur enfin, je me demandais si on était capable de s'apercevoir, enfin, d'essayer de raisonner comment on en est arrivé là, finalement, et d'essayer d'avoir une sorte de frise historique sur, je sais pas moi, 200 ans, où finalement on essaierait de schématiser comment tous ces financements se sont empilés ou ont disparu pour certains, pour essayer de comprendre finalement si l'état actuel des choses résulte d'une complexité non assumée ou non voulue, ou bien si quand même derrière il y a des logiques qui sautent pas aux yeux, mais qui sont sous-jacentes, qui sont, je pense, pas très bien coordonnées, effectivement, mais
Est-ce qu'historiquement, finalement, il y a eu des grands Ah bah, modèles de financement en France, en tout cas, qui ont disparu ou qui vous semblent à je sais, relever? je sais pas, il y a un travers qu'on a en France sur pas mal de domaines d'ailleurs administratifs, hein. C'est-à-dire qu'on a quand même de temps en temps conscience que c'est compliqué, hein. Alors Ouais, on dit, on va simplifier, on produit quelque chose censé simplifier, on le met en place, mais on garde les autres. C'est-à-dire qu'on a complexifié encore plus. Et ça, c'est arrivé de nombreux. J'ai des exemples concrets sur ça. oui, Donc, mais c'est insupportable. C'est justement, la insupportable. complexité, elle est à repositionner dans l'histoire. En fait, moi, je dis Ah tout oui, ça parce que je connais mieux le monde des transports, où effectivement, je pense qu'il y a plus d'innovation en fait que dans le monde de l'aménagement. Parce qu'il y a une culture vraiment très historique. C'est en oui, France qu'on a inventé les concessions, par exemple. Donc oui, voilà, il y a un savoir-faire, etc. Le Grand Paris Express, qui est où on a reconcentré des taxes régionales, donc c'est un peu usager-payeur quelque part. C'est des innovations qu'on arrive en fait à replacer soit dans des habitudes, soit dans des cultures historiques oui, et c'est vrai. qui sont assez franco-françaises, hein. Et donc, je me demandais pourquoi finalement. Alors, soit c'est parce qu'il n'y a jamais eu dans le passé de choses très feng shui en termes d'aménagement, et puis bon, voilà. Soit c'est parce que, enfin, c'est peut-être facilement compréhensible, mais il y a beaucoup plus d'acteurs, beaucoup plus de flux dans l'aménagement. Donc, finalement, on s'attend à ce que ce soit plus complexe. Mais du coup, c'est pas une raison pour se dire que ça devient ingérable, ou enfin ubuesque sur certains côtés. Je sais pas. Est-ce que ça vous semble une bonne idée, Ouais, finalement? Laurent, je voudrais ajouter un point à ce que tu viens de dire. Moi, ce que je trouve depuis 30 ans que je fais ce métier, c'est que on cherche des solutions. On Ouais, a, on- on fait de l'aménagement, il est déséquilibré, on cherche des solutions. Mais on ne s'interroge pas sur les fondements, c'est-à-dire sur ce niveau de qualité urbain, environnemental, euh, d'équipement, etc., que nous pouvons nous payer compte tenu de oui, notre niveau de revenu. oui, ça c'était très Et, bien dans votre présentation. et ça, c'est Ouais. quand même la question de base de l'économie, quoi. Résultat, on n'accepte pas de se limiter à notre niveau de revenu, à notre capacité contributive, qu'est-ce qu'on fait? On s'endette. Ouais. Alors, ça vaut dans l'aménagement et ça vaut pour tout. Oui, Mais oui. nous restons sur notre sujet de l'aménagement. Et Je, là, je, je trouve quand même que c'est quand même problématique parce que ouais, moi, j'ai 65 ans, on s'en fout. Dans 20 ans, je serai mort, mais ma fille, elle va rembourser ma dette pendant 40 ans. ouais. Mhm. Excusez-moi, c'est le sujet du jour, hein, c'est le Ouais, sujet de ouais. l'actualité en ce moment. On est vraiment dans une situation difficile, mais je pense qu'il y a une des causes de cette situation, c'est qu'on a des approches trop souvent sectorielles. On n'a pas une approche de l'aménagement, une approche systémique. Si on Je avait suis d'accord. vraiment une approche systémique et multi-agent, c'est-à-dire à la fois sur la technique, sur le social, sur l'économie, si on avait une approche vraiment systémique, on aurait moins de problèmes. Mais là, effectivement, c'est très sectoriel et on ne se parle pas. Donc, ça coince. Oui, je pense que, c'est vrai que cette approche, je pense qu'elle a existé au temps des villes nouvelles, hein, qui ont été tellement, décriées, des grands programmes et ça malheureusement on a complètement abandonné, enfin bon abandonné, je veux dire Pas on tout à n'a fait. plus, ces grands programmes qui permettaient d'élargir, enfin de permettre La heu, transversalité. tous ces aménagements. C'est quelque chose, je pense que depuis qu'on a abandonné, enfin on a abandonné, bon on a dit que c'était terminé, on n'en avait plus besoin, mais bon on a, de plus en plus besoin de logements et ça, c'est pas,
on n'y arrive pas, quoi. C'est très sectorisé, vous avez raison, c'est très programme pas du tout coordonné. Enfin, c'est vrai à Paris, mais c'est vrai aussi à Marseille, enfin dans la métropole en tout cas. Et il y a un vrai problème de conscience du problème de l'aménagement de la France, c'est clair. Est-ce que la mise en concurrence des SEM n'a pas déclenché quelque chose? Est-ce que les phénomènes de mise en concurrence, moi j'ai pas assez de recul, j'ai travaillé sur les villes nouvelles, mais au moment des Oui, villes nouvelles, effectivement, on captait la plus-value des propriétaires agricoles, hein, des agriculteurs, pour faire les grands équipements, et c'était pas forcément réfléchi, à mon avis, de façon économe non plus. Mais la mise en concurrence, c'est 2010, c'est ça? La mise en Oui. concurrence des SEM. Maintenant, pas. Et peut-être que, alors on a gagné, parce qu'avant c'était quand même j'allais dire le foutoir dans les comptes. On a gagné de la clarification, de la segment, mais du coup on a segmenté à outrance, Mm. peut-être. Mm. Ouais. Je pose la question. Moi, je voudrais rebondir sur ce que disait Chantal, sauf si quelqu'un veut s'exprimer, parce que je parle beaucoup. Donc, je vais dire Vas-y. à Chantal, tu dis, on a de plus en plus de problèmes de logement. Alors, je suis désolé, hein, hein, ça n'est pas, c'est vraiment un espèce de mantra en France. Et je pense qu'il faut le prendre de manière un peu plus précise. On a besoin de logements à certains endroits. C'est oui, pas un problème Ah oui, oui. national, Ah c'est oui, un oui. problème qui est, voilà. Deuxième point sur le logement. Je ne sais pas si vous savez combien on a produit de logements depuis la Seconde Guerre mondiale en France. Quelqu'un le sait. Ah, je sais plus, on a les chiffres, mais bon. On a produit 25 millions de logements. Et vous savez par combien on a multiplié la surface par personne? On est passé de 11 à 35 mètres carrés. Tout Oui, ça en 80 ans. bien Vous sûr. imaginez, alors il y a des endroits où il y a des problèmes. Mais disons que d'une manière générale, tout va bien. Mais notre esprit français, il veut toujours voir là où il y a des problèmes, au lieu de dire, ah bah finalement, oui, oui. ça marche bien dans 90% des cas, des situations, il y en a 10% qu'il faut qu'on traite. Ensuite, troisième point, s'il y a des problèmes de logement, est-ce qu'on ne peut pas se dire, c'est parce qu'on ne paye pas assez cher notre logement? Alors vous allez me dire, ah mais oui, mais les gens, ils ne peuvent pas se payer leur logement. Et c'est pas vrai, ils font le choix, ils se payent des iPhones à 1000 euros. Donc ils font un choix. Le logement en tendance longue, c'est 25% en tendance longue, comment on dit, 2 siècles, voilà, je ne sais pas comment on dit, c'est à peu près 25% du revenu d'un ménage. Bicentenal. Bien Bicentenal, sûr. c'est 25% du revenu d'un ménage. C'était tombé au tournant des années 80 à 15%. On a retrouvé la tendance à 25% du revenu des ménages. Est-ce qu'il faut, enfin, vous voyez, est-ce que l'enjeu, c'est qu'on paye enfin, je pense que si on arrive à payer son logement au prix du logement, Là aussi, euh, on ça dépend des arrivera à endroits. produire du logement. Bien Ça dépend sûr. des endroits. Mais je pense, Emmanuel, on a besoin de logements, mais on a surtout besoin de logements sociaux en ce moment. Personne ne peut ignorer ça. Je veux dire, c'est pas qu'on paie, je suis tout à fait d'accord que le logement est maintenant une partie très euh, pas limitée des ménages français, mais on a besoin de logements sociaux et on a un vrai problème de ce côté-là. Et comment le Chantal, sur ce financer, ça sujet, c'est excuse-moi, je t'interromps, mais à nouveau, je crois que c'est 40% de la population française qui pourrait avoir accès, qui rentre dans les critères d'accès au logement social. tout On à peut fait. dire, on peut poser la question de deux manières, et on la pose toujours d'une seule manière. On peut poser la question en disant, il n'y a pas assez de logements sociaux, mais on peut aussi la poser, et on ne la pose pas comme ça, en disant, les critères sont trop larges. Oui, 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 Et je donc, suis tout à fait d'accord avec et on ne la toi. pose jamais sous cette forme-là, Oui, oui, bien cette sûr. question. Je veux dire que beaucoup d'occupants de logements sociaux pourraient se payer Tout à fait, tout à fait. Mais Non, mais beaucoup, je ne sais pas combien c'est. tu vois, Emmanuel, ton petit rappel historique montre bien que
d'installer le raisonnement sur une frise un peu plus longue permet d'y voir beaucoup plus clair et d'être un peu plus objectif. On avait également, je change un petit peu de sujet, mais j'ai trouvé très intéressant votre approche des différents contributeurs éventuels et notamment des usagers. On avait fait un autre rendez-vous sur qui paye la densité finalement, hein, densité-intensité, ça s'appelait, où on avait démontré que finalement, en fait, c'était plus que l'aménagement, c'était habiter l'espace. De quel droit est-ce que je décide d'habiter l'espace que je veux à Isoku? C'était ça un peu la conclusion. Et on avait démontré, alors pas tellement en termes d'investissement, mais plutôt en termes d'exploitation, que c'était finalement les habitants des milieux les plus denses qui payaient les services des habitants du périurbain, voire du rural. Et là aussi, il y a une injustice, je trouve, quelque part, du fait que finalement, quand on choisit d'habiter, mais tu l'as un peu dit, hein, dans des espaces, par exemple, où il y a soit des équipements un peu luxueux, soit de facto une infinité trop faible qui suscite en fait des équipements plus longs, plus chers, plus onéreux, etc. Finalement, on n'y participe pas. Donc, ce qui serait intéressant, moi, je trouve, ça serait aussi, puisque dans une partie de votre raisonnement, on se pose beaucoup de questions sur les vrais coûts et donc les vraies contributions, de aussi pondérer ça en fonction des lieux sur lesquels on est. Et d'ailleurs, ça reboucle en fait avec votre idée qui est très présente en fait, pas dans les actes ni rien, mais dans la rénovation, qui est de dire, ou dans le Grand Paris par exemple, qui est de dire finalement, quand un service arrive, les habitants en profitent de façon très large. Voilà, c'est sûr qu'une école ne sert pas qu'aux habitants de la ZAC, elle sert au quartier alentour, et donc il y a une plus-value qui peut se répercuter effectivement sur la plus-value foncière de son logement, même si on n'est pas dans la ZAC, qui est effectivement extrêmement difficile à calculer. Mais comme Michel Fanny a déjà fait des logiciels qui permettent de voir ce qui est attiré et ce qui est pas attiré par un aménagement, il va nous faire un petit logiciel de taxes Ah oui, facilement. il y a un Français qui vit actuellement au Laos, qui a fait une modélisation, un outil informatique sur justement la valorisation foncière qui est très intéressant. Très Voilà, intéressant. oui, tout à fait. Oui, Bruno. Oui, alors comme tout le monde, moi félicitations à Emmanuel et à Sonia Guelton. C'était ça m'a passionné et c'était effectivement très clair. Alors j'ai quand même été perdu personnellement sur tout l'aspect fiscal, hein. Alors c'est parce que je suis naturellement incompétent, si je puis dire, ou même professionnellement incompétent. Mais enfin, quand on voit la complexité comment dirais-je, des différentes taxes, on se dit qu'effectivement, là, il y a une piste de travail, hein. Il faut vraiment trouver à clarifier les choses, hein. Bon, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, alors moi, j'ai relevé trois points. Sur la question de la tendance des domaines à surévaluer un peu, hein, notamment parce qu'il s'agit de protéger les propriétaires, il ne faut pas les pauvres, il ne faut pas comment dirais-je, leur faire perdre leur patrimoine, enfin, dévaloriser leur patrimoine. Et puis, comme ça va devenir bien après, il y a une petite tendance à surévaluer. Et moi, je pense que là, il y a un vrai travail aussi, hein. Je me souviens, alors il y a au moins 20 ans, si ce n'est pas 25, avoir travaillé sur un quartier très bien situé, c'est le Bas-Chantenay à Nantes, hein, pour être tout à fait clair. Bon. À l'époque, le Bas-Chantenay, il restait les chantiers de Bijon, et puis le reste, c'était des friches, hein, à peu près. S'il y avait encore les remorqueurs, la société des remorqueurs, parce que la Loire est encore maritime à Nantes, hein. Et bon, pour le reste, c'était beaucoup d'immeubles vacants, etc. Et donc, on nous avait demandé de faire des propositions. Qu'est-ce que pourrait devenir ce quartier, sachant que il est extrêmement bien situé, hein, il est quasi au contact du centre-ville, enfin il n'est pas bien loin en tout cas, il y a un tramway, enfin il y a des bus, bon. Et puis il est plein sud sur la Loire, quoi. Donc ça peut être un truc magnifique.
Et donc, on avait, enfin, moi, je travaillais avec, un économiste, on avait une équipe pluridisciplinaire, comme toujours, ou comme souvent en urbanisme. Et l'économiste qui était dans l'équipe avait fait tout un travail d'évaluation foncière. Et finalement, il était parti, il avait fait le travail à l'envers, c'est-à-dire au lieu de dire combien ça coûte, combien ça se vend dans le coin, etc., il avait dit non, si on transforme le quartier, c'est quoi le marché du logement à Nantes, hein, quand c'est un quartier sympathique, combien ça se vend. Et il avait fait le calcul à l'envers, en disant, il va falloir réhabiliter, il va falloir démolir, il va falloir équiper, etc. Et donc, il reste quoi pour le foncier? Et on arrivait à des charges foncières, à des coûts d'acquisition foncière qui étaient négatifs. C'est-à-dire qu'à la limite, il ne fallait pas acheter, il fallait demander de l'argent au propriétaire. Mais bien sûr. Alors, oui. Mais oui. Et alors, je me souviens, quand on a fait cet exposé, alors c'était juste avant, l'étude m'a coûté très cher parce que j'ai dû la refaire 2 fois. Une fois parce que Nantes était une ville, et puis la deuxième fois parce que Nantes faisait partie d'une communauté urbaine. Hein. Et donc, en plus, évidemment, il a fallu changer d'adjoint, parce que comme ça devenait communauté urbaine, c'est urbanisme. Enfin bon, j'en passe, je ne vais pas me plaindre, c'était vieux. J'ai bu la tasse, et puis voilà. Mais, comment dire, quand on a exposé ça au service de la ville, ils riaient, quoi. Ils disaient, bah oui, sauf que c'est la réalité économique. Hein. Oui. Et je me souviens qu'on a fait la démonstration, et ils nous ont redemandé de faire une réunion pour réexpliquer le raisonnement, quoi. Enfin, et voilà. Et donc là, moi, c'est une vraie piste de travail. Il y a pour moi, c'est un des problèmes majeurs en matière d'aménagement, c'est la question du foncier. Hein. Moi, je suis un peu, alors là-dessus, je suis gauchiste. Hein. C'est-à-dire, je pense qu'il faut, alors sûrement pas municipaliser, mais il faut étatiser, j'en sais rien. Enfin, il faut trouver un moyen de rendre publique la propriété du sol. Et de dire ce qu'on vend, c'est un usage, c'est pas un terrain. Voilà. Vous allez faire de la surenchère sur l'usage. Pour revenir sur les domaines, en fait, ils prennent le plus élevé des deux. Et quand ils arrivent à un compte à rebours négatif, ils reviennent sur la comparaison. Ils prennent toujours le plus élevé des deux. Oui, je sais bien. Donc, quand le modèle, quand c'est du terrain agricole à 60 centimes le mètre carré et qu'il y a un changement possible de PLU qui vous amène le bâti, le terrain constructible, hop, il le passe à 150 en disant s'il n'y a pas de raison qu'on n'anticipe pas sur la valeur future. Et puis, si vous démontrez que ça vaut rien, on va dire, si, ça vaut le terrain agricole. Mais ça, et puis, je crois, hein, c'est ce qui. Et puis en parlant avec les évaluateurs, ils nous disent non, c'est par comparaison qu'on fait, mais visiblement, pour ce que j'ai lu et ce que j'ai en discutant, c'est le plus élevé des deux parce qu'on veut soutenir l'exproprié. Non, mais je suis d'accord, hein, mais je veux dire, c'est pas pour ça qu'il ne faut pas y réfléchir, quoi. Et puis en plus, c'est une voie de garage dans les domaines maintenant. Je crois donc ils savent plus. On parlait de la calculette, ils savent compter, mais ils savent pas trop ce que. Donc il y a besoin de formation. Je crois que c'est en cours, mais c'est pas. On met pas les plus brillants de la DGFiP au service des domaines. Bruno, pour aller dans ton sens, moi j'ai l'exemple de Mayotte. Zut, c'est enregistré. C'est pas énorme. L'exemple de Mayotte, c'est petit Mayotte, mais il est paradigmatique, cet exemple. Le foncier vaut 50 € du mètre. Or, les revenus des habitants en moyenne sont 4 fois inférieurs à ceux de la métropole. Ça veut dire que le foncier, en fait, il n'est pas à 50 € le foncier non aménagé, hein. Il n'est pas à 50 € du mètre, il est à 200 € du mètre. Mais vous imaginez du foncier. Donc, si j'ai 10 hectares, ça veut dire que j'ai 20 millions devant moi. Évidemment, je ne paye pas l'IFI, je ne paye pas le foncier parce que personne ne le paye, etc. Vous imaginez ce que ça signifie? Et qu'est-ce qui paye ça? En fait, c'est le contribuable national qui va payer qui va payer cette rente foncière. Donc, pour moi, ça veut dire que l'intérêt individuel prime sur l'intérêt collectif. Comme on ne peut pas réaliser aussi vite qu'on voudrait pour des questions financières, il y a des dizaines de milliers de personnes qui continuent à vivre dans des bidonvilles. Et je trouve ça
Excusez-moi, Ça hein, veut je dire trouve aussi ça quand vraiment même, injuste. ça veut dire aussi quand même dans le fond que le foncier est devenu un produit Alors, marchand. pour le coup, votre Euh, frise historique, elle a un sens, je mm. pense, parce qu'on verrait dans les évaluations des domaines des changements assez forts. Oui, voilà. Mm. Et puis peut-être cette organisation qui transforme un... Alors maintenant, le mot revient tout le temps, le bien commun, parce que le foncier, malgré tout, devrait être un bien commun. C'est quand même la surface de la Terre avant tout, quoi. En un produit financier. Laurent, ça, c'est une opinion que tu as. Tu vois ce que Ah, je veux dire? Là, non, mais je dis pas que tu es tort ou raison, mais je dis c'est une opinion. Et on ne se mettra j'alimente le jamais tous débat, hein, d'accord. c'est tout. Donc, je pense que nous, la SFU, ce qu'on peut faire, c'est poser clairement les termes du débat, essayer Oui, d'approfondir ce qu'on vient de faire, en faire un 15 pages à destination des décideurs politiques, en disant voilà entre quoi il faut que vous tranchiez. Alors, moi j'avais une deuxième, c'est plus une question là, enfin, parce que vous dites, alors je ne sais plus, peu importe si c'est Sonia ou Emmanuel, hein, le chaland qui utilise des équipements qui sont proposés ou des aménités qui sont offertes dans une ZAC, il ne paie pas, hein, parce qu'il est consommateur, mais en même temps, il ne paye pas. Il ne paie pas. Mais si, il paye, puisque en principe, ceux qui profitent aux gens extérieurs à la ZAC, il y a, je sais pas quoi, un parc public, l'école dont parlait Laurent, il a été enfin, c'est là où il a fallu faire appel à des subventions d'équilibre. C'est pour payer ces trucs-là. Donc, comme il est contribuable, le fameux chaland, il a quand même participé. D'accord. Alors oui, oui, Bruno, on n'a pas dit ça, on a dit que le chaland, il payait via... Et là, quand on parlait du chaland, c'était comme consommateur, c'était le consommateur de la ZAC, l'usager. Oui, Il payait via le fait que quand il achète un produit, dans la valeur du produit, il y a le loyer du magasin, le loyer commercial. Et donc, ce loyer est assis sur les valeurs foncières et finalement, il rembourse les charges foncières. Il paye les charges foncières, ce loyer. Donc, par ce biais-là, le chaland paye. En revanche, celui qui vient se promener dans un parc, qui n'a pas acheté de charges foncières, celui-là, il ne paie rien du tout dans un parc de la ZAC. Si, parce que le parc, il a été Il payé. le paye comme contribuable, mais pas comme Voilà, consommateur. comme oui, contribuable. voilà. D'accord. Bon, Mais pas comme consommateur. Manière, il a payé. Mais ce qui m'amène, moi, à une troisième chose, et là j'en reviens, comme Chantal ou Michel, Fanny, aux Villes Nouvelles, dans lesquelles moi j'ai travaillé pendant quelques années, en début de carrière. Enfin, moi je ne comprends pas, parce que enfin, l'aménageur doit se poser la question, non pas de à qui profite le crime, mais de à qui profite l'aménagement. Moi, je suis étonné. Enfin, je veux dire, vous n'en avez pas parlé, mais par exemple, tout ce qui est infrastructure, en ville nouvelle en tout cas, parce que moi, c'est surtout là que j'ai eu l'occasion de mettre mon nez dans des bilans d'aménagement. On dit il y a le primaire, le secondaire et le tertiaire. Et quand on fait appel à des subventions d'équilibre, c'est pour payer le primaire, et à ce moment-là, on va chercher le département ou la région, voire l'État. Si c'est pour payer le secondaire, parce qu'on a du mal, ben on va demander à la ville qui est concernée. Et si c'est le tertiaire, c'est le promoteur qui va se débrouiller, donc ça viendra renchérir la charge foncière. Et je pense que ce raisonnement-là, il faut l'avoir pour tout. D'accord ? C'est se dire, je fais un aménagement, dans cet aménagement, il est composé de quoi et ça profite à qui ? Et à ce moment-là, chacun doit payer en fonction de justement l'usage qui est fait derrière et de qui ça profite. Est-ce que c'est aussi clair que ça? C'est facile à mettre en œuvre, hein, j'imagine. Mais en ville nouvelle, est-ce que c'est pas simplement, je cherche je fais des demandes de subventions partout où je peux, parce que ce qu'il faut, c'est boucler mon budget. Je sais pas, hein. Non, mais enfin, on doit pouvoir y arriver, hein, boucler son budget. Enfin, moi, j'ai bossé alors depuis, pas en ville nouvelle, mais pour des aménageurs privés. Ils n'ont pas de subvention, hein, quand enfin, c'est plus des actes conventionnés, maintenant c'est des actes concédés, mais quand il y avait des actes conventionnés, ils se débrouillaient tout seuls comme des grands, et ils y arrivaient, et ils pouvaient faire des opérations de très grande qualité. Hein. J'ai un exemple en tête. Voilà. Donc, enfin, moi, mais à qui profite le crime? Je pense qu'il faut l'adapter à l'aménagement, quoi. Ça me paraît une vraie question à avoir justement quand on monte le bilan, quoi. Avant de demander de l'argent. Ou à qui, pour savoir à qui le demander.
Monsieur Cornély, bonjour. Vous avez levé la main, mais votre micro est éteint. Voilà, si vous pouvez juste vous présenter rapidement et merci d'être avec nous. Voilà, donc Willy Cornély, je suis urbaniste, directeur à la Guadeloupe, logement, de l'habitat et de l'appui aux collectivités. Donc on est en plein dans la thématique. Je travaille notamment aussi à l'accompagnement de la rénovation urbaine de Pointe-à-Pitre-Abîme. Ah, Voilà, donc un champ qui est très large. Et en clin d'œil à Emmanuel, je suis aussi expert écoquartier. J'ai fait l'expertise des écoquartiers de Guyane, notamment de Cayenne et de Macounda. Et donc, voilà, quelque part déjà vous féliciter à l'intervention d'Emmanuel et de Sonia, parce que pour nous, collectivités, la question de la contribution aux aménagements devient de plus en plus problématique, si on peut employer ce terme. C'est qu'on est de plus en plus sollicité pour équilibrer les opérations. Eh oui. Et ça, c'est une donne qui est prégnante dans un contexte, surtout sur les outre-mer iliens, un contexte de changement climatique où on a des reculs de traits de côte, on a d'autres problématiques liées au sargasse qui emmènent à relocaliser ou réaménager les territoires. La question du financement de l'aménagement est vraiment au cœur des débats actuellement. Et je vais devoir vous quitter parce que justement, j'ai une réunion avec un bailleur aménageur dans les minutes qui suivent. Et donc, pour vous dire que c'est vraiment un sujet d'actualité pour nous, collectivités, urbanistes en collectivité. Et parce que les budgets sont aujourd'hui, voilà, pareil que ceux que vit l'État, les budgets ne sont plus extensibles, il n'y a plus de marge, et qu'on doit, nous, urbanistes, s'interroger de plus en plus sur la question financière autour des aménagements pour bien comprendre, réinterroger les modèles qui sont en cours, et singulièrement sur nos territoires d'outre-mer. Alors, juste pour vous donner quelques chiffres, ou quand même, alors je ne dis pas relativiser ce qu'Emmanuel disait, mais conforter le besoin de solidarité nationale. Lorsqu'au niveau national, 40% de la population relève éligible au logement social, en Guadeloupe, c'est 77%. 80% de la population éligible au logement social. Le taux de pauvreté, c'est 34%. Lorsqu'on est en moyenne à 16% au niveau national. Donc, nous, urbanistes, et en tout cas moi, dans ma position d'urbaniste dans une collectivité, on doit effectivement trouver, en tout cas, si ce n'est aujourd'hui, bien comprendre les modèles économiques liés à l'aménagement et comment les collectivités pourront continuer à soutenir l'aménagement. Je pense qu'on n'aura pas le choix parce que derrière, il y a un impact climatique qui va faire, soit on laisse faire au marché et auquel cas, eh bien, on n'aura qu'une partie de la population qui a ne serait-ce qu'au logement, je ne parle même pas à la propriété. Donc, on doit y aller. Néanmoins, c'est comment, avec vous et avec le travail de la Société française d'urbanisme, comment on s'attaque à ces thématiques du financement de l'aménagement pour que derrière les collectivités puissent intervenir de la manière la plus pertinente. Donc voilà, c'était un peu ça le partage. Vraiment, félicitations. Et je reviendrai, en tout cas, on est à votre disposition. Si vous avez des étudiants qui seraient intéressés pour travailler, je pense notamment à Sonia ou à Emmanuel, qui veulent travailler sur des thématiques autour du financement de l'aménagement, du bail réel solidaire, des choses de ce type, on peut, nous, Conseil régional, accueillir des étudiants dans de bonnes conditions pour nous accompagner aussi à porter ce type de réflexion qui ne doivent pas se limiter uniquement à la France hexagonale, mais à toute la France et avec ses outre-mer et avec toutes ses limites qu'ont parfois ces outre-mer, Emmanuel. Ah ben merci infiniment, Monsieur Cornély, pour votre témoignage. On est vraiment ravis de vous avoir parmi nous. Alors évidemment, à la SFU, on est très très présent dans l'outre-mer. On avait lancé un petit appel d'ailleurs à tous les urbanistes d'outre-mer suite à notre rendez-vous qu'avait également organisé Emmanuel sur la Guyane.
On n'a pas eu beaucoup de retours non plus, donc voilà, n'hésitez pas, nous on va penser à vous effectivement, mais n'hésitez pas à nous retourner aussi l'appareil et puis si il y a quelques-uns de vos collègues qui souhaitent participer à la SFU, notamment justement sur ces éclairages de ce que peut apporter l'outre-mer à la métropole ou inversement, ça sera avec vraiment un grand plaisir. Très Oui. bien. Voilà. Bon, mais Je malheureusement, je confirme. ne peux pas vous quitter, mais Merci beaucoup. j'ai apprécié l'intervention de Sonia et d'Emmanuel. À très bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. Et moi, alors j'avais une dernière. Mais il y a. Alors, vas-y, Jean-Claude. Oui, juste Oui. vous rapportez l'expérience de Savoie Technolac, qui est un gros parc technologique en Savoie, qui est leader en Rhône-Alpes en incubation et 15 000 emplois, etc. Il a été, il y a 20 ans, totalement amphithéosé et donc on ne peut construire qu'en louant le sol. Bien sûr que c'est un technopôle, quoi. Ça n'est pas la ville, mais enfin, la maîtrise du sol semble se poser actuellement et on voit que la représentation mentale, ce niveau de complexité qui atteint, où là, l'IA peut apporter, éclairer, hein, elle aide à la décision, elle ne décide pas pour assurer. Donc, je voulais citer parce que ce cas-là a été reproduit par plusieurs technopoles et ça a l'air de bien fonctionner. C'est Jean-Jacques Duchesne, sénateur Jean-Pierre Vial, qui a fait l'installation de l'Institut national des énergies solaires, mais il y a 220 start-up, 15 000 emplois, c'est quelque chose d'envergure et tout le monde est d'accord pour ne pas être propriétaire, être locataire et la plus-value latente, eh ben, on verra. C'est un peu le principe des baux amphithéotiques, etc. Effectivement, qui sont aussi des. Oui, tout à fait. Et c'est plus facile pour les activités parce Oui, que oui. pour les résidences, il y a un peu de blocage psychologique encore, Bien pas sûr. pour tous, hein, les limites peuvent bouger, c'est aussi une question de moyens, mais enfin, il y a encore, les gens sont pas. C'est assez curieux parce que j'ai rencontré des personnes qui vendaient une maison qui disent ah bah oui, alors c'est compliqué parce qu'il y a un bail. Ils ne savaient même pas qu'il y avait un bail amphithéotique sur leur maison. Mais donc, mais à l'acquisition, ça peut faire blocage. C'est l'argument financier qui l'emporte. C'est vrai. Tandis que pour les Ça entreprises, existe, c'est pas tout à fait la même chose. Ça existe à Lyon. Vous savez que le quartier Ah ouais, des mais Brotteaux, c'est pas forcément une réussite, hein, quand même. quand même, c'est des baux Les amphithéotiques de HCL, ouais. 99 ans avec, dans le quartier des Brotteaux. Et puis à Londres, il paraît qu'ils ont des baux qui vont jusqu'à 300 années. Ça n'a pas empêché la hausse des prix à Londres. Non, non, ah bah non, bien sûr. Ni en Suisse. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça qu'il faudrait regarder. À Alors moi, Lyon, maintenant ils ont repris la main, mais l'état de dégradation des logements en fin de bail, c'était un peu, c'est pas terrible. Donc il faut l'aménager. Ce que font les OFS BRS, c'est une tentative, mais c'est quand même une usine à gaz. Il faut des reins solides pour gérer ça. Et en tout cas, on avance. On avance. Et alors, moi, j'avais une dernière proposition. Après, on va peut-être conclure, mais toujours parce que je suis un peu borné sur ma frise historique. Hein. Mais si on la met un peu dans l'autre sens, vers le futur, je ne sais pas, on entend parler beaucoup dans la presse que quand la génération là, des baby boomers vont décéder, qu'il va y avoir dans les frais d'héritage un tas d'or pour l'État. Donc finalement que cette plus-value qui à mon avis est principalement foncière, l'État va en recapter une dernière fois, je pense une grande partie, enfin une partie. Et donc si on faisait cette sorte de frise et qu'on la projette sur les 50 ans à venir, je ne sais pas, peut-être que cet événement-là, doublé du fait que la population ne va pas tellement croître, peut changer aussi. Enfin, c'est peut-être le moment finalement de réinventer un modèle, même peut-être radicalement différent, du fait de l'actualité.
Alors, il ne faut pas se leurrer parce que moi, je n'ai pas regardé dans le détail, mais il y a très peu quand même de Français qui bénéficient d'héritages conséquents. Il y a plein de Français, 30% des Français n'auront rien comme héritage. Enfin, voilà, j'ai capté. Alors ça, c'est pas normal. Par rapport C'est à tout pas ce qu'on vient de normal, me c'est dire. parce que tout le monde n'a pas de patrimoine à léguer aux enfants. On a aussi le droit de vivre et de tout dépenser. Pour ceux qui ont des sous, puis il y en a qui n'ont pas de sous aussi, et ils sont nombreux. Oui. Mais donc, je veux dire que le patrimoine allégué aux enfants, c'est pas. Alors, je n'ai pas vérifié les chiffres, mais de ce que j'ai entendu, c'est pas une. Ceux qui ont quelque chose à léguer, c'est phénoménal, mais il n'y en a pas beaucoup. Voilà. À Oui, mais vérifier. comment est-ce qu'on explique que si le logement, le coût a été multiplié par 4, je crois, c'est ça, en 30 ans? Donc ça veut dire que quand même, tous les propriétaires ont un patrimoine multiplié par 4 par Oui, rapport. mais il y a beaucoup enfin, voilà, à vérifier, mais il y a beaucoup d'investisseurs dans les propriétaires, hein. Il y a aussi beaucoup de ménages Puis, Laurent, ça va. Il Ouais, y a un à problème voir. à il y a un voir. problème qui va se poser, c'est celui de la solvabilité dont on parlait tout à l'heure pour les propriétaires fonciers. Oui, oui, je suis d'accord. Tu vas être obligé de vendre. Quand les plus âgés vont mourir, les héritiers vont vendre. Donc, ça va entraîner, parce qu'ils ne pourront pas payer, ils ne sont pas solvables. Donc ça risque d'entraîner une baisse de l'immobilier. Alors, c'est peut-être très bien. Et du coup, les taxes liées à l'héritage vont baisser parallèlement. Et ce, d'autant plus que la demande de logement va diminuer. Pas partout, mais en France, en moyenne, elle va diminuer d'ici une vingtaine d'années, normalement, compte tenu de la courbe démographique. Ouais, ouais. Moi, je voudrais revenir sur un dernier point avant de finir. C'est l'idée que Sonia a émise, hein. Je pense qu'il faut qu'on aille vers, et vous l'avez dit par exemple sur le financement hors ZAC des équipements de la ZAC, il faut qu'on aille vers une comptabilité analytique de l'opération. Il faut voilà, Michel, d'une certaine manière, tu en parlais tout à l'heure avec la Ouais. personne du Laos ou du Cambodge, je ne sais plus. Il faut qu'on arrive à déterminer dans une opération quels sont les coûts, vraiment en les précisant, pour savoir qui doit les payer, qui il serait normal de payer. Bruno, tu l'as dit aussi d'une autre manière. Je pense vraiment qu'il faut qu'on aille dans cette direction. Ça Oui. ne doit pas être si compliqué que ça à faire. On fait bien de la comptabilité analytique à l'échelle d'un opérateur. On doit pouvoir la faire à l'échelle d'une opération. Mais ça demande qu'on se mette sur un bilan de 300 ou 400 lignes et puis qu'on affecte des dépenses, quoi. Ouais. On dit toujours que d'y réfléchir, on résout la moitié du problème, même si les résultats ne sont pas exactement bons. Dans le temps aussi, parce qu'il y avait, c'est aussi vieux comme histoire, mais qui doit payer dans le temps? Parce que, par Oui. exemple, les EHPAD, ben, on pourrait commencer, enfin, nous, à payer les EHPAD de demain et pas seulement payer les équipements passés, quoi. Ouais. Absolument, oui, oui, tout à Bien fait. sûr. Ce qui est bien, c'est il y a eu pas mal de questions qui ont été posées. Ça me fait penser à une citation d'Einstein qui disait quand on a un problème complexe à résoudre, quand on a 1 heure pour résoudre un problème complexe, il faut prendre 55 minutes pour se poser les questions, les vraies questions, et 5 minutes pour les résoudre. C'est un peu Oui. ça, quoi. Et puis avec l'IA, elle va résoudre les problèmes une fois qu'on a bien posé les questions, c'est ça? Ouais. Eh ben, Dans la même écoutez, veine, Michel, je ne sais plus qui a dit on remarque l'intelligence beaucoup plus d'une personne, beaucoup plus aux questions qu'elle pose qu'aux réponses qu'elle donne. Et oui. alors du coup, je vais tenter une petite conclusion, mais on vient de passer donc 90 minutes à poser que des questions passionnantes. Donc peut-être que ce soir, chacun d'entre nous va trouver un bout de la solution. Et donc, d'abord, je voulais vraiment vous remercier infiniment, Emmanuel et Sonia. On va mettre tout ça en ligne donc dès la semaine prochaine. Et on aura plaisir aussi à vous retrouver pour continuer ces travaux. Je ne sais pas quelle forme ils peuvent prendre à la SFU, puisque
en fait, à la SFU, les travaux prennent la forme que veulent ceux qui les dirigent. Donc, en tout cas, je pense qu'on a eu aussi ce témoignage de la Guadeloupe qui prouve qu'on est capable quand même de fédérer des communautés un peu sur tous les continents, là, sur tous les océans. Donc, je pense qu'on ne va pas se gêner pour avancer un petit peu. On avait également fait déjà un papier sur le logement avec une autre association d'urbanistes, je me souviens plus, la COFUAT, voilà. Donc voilà, on est un peu dans cette thématique. Il faudrait un peu de temps effectivement pour arriver à conclure quelque chose, mais on va s'y atteler. Donc merci infiniment. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente soirée. Et rendez-vous pour le prochain rendez-vous. Ben, c'est Michel cette fois qu'on Voilà, écoutera Michel, vendredi prochain, enfin le 5 décembre. Ok. Ah, Voilà. mais je crois qu'on se connaît, Michel. Hein. Bon. Et oui, on se connaît. Et oui. C'est il y a Un quelque bon temps. souvenir. C'était il y a quelque temps. C'était il y a quelques temps. Merci beaucoup pour votre accueil. Salut. Merci. Ah non, c'est Bonne nous qui soirée. vous remercions. Hein. Merci, hein. Bravo. Hein. Au À revoir. bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir tout le monde. Il est parti. Bon, bah, je m'en vais aussi.